Le Rabasca, c'est une organisation en Abitibi-Témiscamingue qui déploie un modèle de gestion des situations à haut risque d'homicide conjugal ou intrafamilial. C'est un regroupement de partenaires qui utilisent un langage commun par le biais des outils d'appréciation des risques qui ont été développés au Québec. Au quotidien, le rôle du Rabasca, c'est d'assurer la formation et le soutien aux répondants dans la gestion des risques, de développer la collaboration et la concertation entre les partenaires des différents services en matière de violence conjugale, de les mobiliser vers l'objectif commun et puis de coordonner les cellules de crise. Comme le grand canot, le Rabasca, c'est un moyen d'avancer efficacement, rapidement, en équipe, vers un objectif commun, celui de rassembler les personnes pour créer des filets de sécurité autour de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce genre de situation-là et ultimement sauver des vies. Comment ça fonctionne? Bien, on aime bien justement l'image du Rabasca parce qu'on va parler de coup de rame pour faire avancer le Rabasca. Le premier coup de rame, c'est lorsqu'un intervenant est dans son bureau, puis à travers le discours de son client, il va commencer à reconnaître des éléments de risque qui sont liés à l'homicide conjugal ou intrafamilial. Donc, pour être en mesure de donner le premier coup de rame, l'intervenant doit connaître les éléments de risque, être capable de les identifier parce que c'est vraiment lui ou elle qui va donner le premier coup de rame. Le deuxième coup de rame, c'est lorsque cet intervenant-là va aller consulter son chef d'équipe, son superviseur clinique ou son répondant institutionnel Rabasca pour discuter de la situation. Donc, ensemble, ils vont se demander qu'est-ce qui me préoccupe dans cette situation-là, qu'est-ce que mon organisation peut faire, quels services je peux offrir, quels services j'offre déjà. Donc, c'est quoi les premiers filets de sécurité que je devrais mettre en place? De compléter la grille utilisée par Rabasca va permettre d'avoir un bon portrait de la situation, de sortir de l'émotion, puis d'être plus objectif. Ensemble, ils vont déterminer si cette situation-là peut être gérée à leur niveau avec leur partenaire habituel ou au contraire si ça dépasse le cadre de leur mandat et qu'il serait utile dans ce cas-là de demander un soutien du Rabasca. Alors le deuxième coup de rame, c'est l'organisation qui va le donner. Le troisième coup de rame, c'est lorsque l'organisation décide d'interpeller Rabasca. C'est justement parce que probablement que ça va moins bien dans un des dossiers. Donc, lorsque vous m'appellerez, je vais vous poser quelques questions qui vont me permettre d'estimer l'urgence de la situation. Puis ensuite, vous serez mis en contact avec l'une des coordonnatrices régionales, Rabasca, qui est vraiment experte en appréciation des risques. Ensemble, vous aurez une première discussion qui va permettre à la coordonnatrice de bien comprendre la situation. Elle va vous questionner sur différents éléments pour déterminer si on est à un niveau de risque modéré ou aggravé et que votre demande nécessite plutôt un partage d'expertise, un accompagnement en matière d'intervention, ou si on est à un niveau de risque sérieux ou imminent, donc si on a besoin d'élaborer un plan d'intervention concerté, ce qu'on appelle un PIC, ou si on déclenche une cellule de crise. Donc le troisième coup de rame est donné par la coordonnatrice lorsqu'on interpelle Rabasca. Donc enfin, le quatrième coup de rame, ce sont les partenaires qui le donneront ensemble dans le cadre d'un PIC ou d'une cellule de crise. D'une part, en se réunissant rapidement dans les 24 à 48 heures, puis d'autre part, la rencontre va permettre aux partenaires de se partager chacun leur bout de l'histoire pour avoir accès à la même information, de discuter des pistes de solutions, de se partager leur expertise. Donc tout renseignement qui va être nécessaire pour prévenir le passage à l'acte, les blessures graves, le suicide, ou encore se préparer à arrimer les services puis mettre en place les meilleurs filets de sécurité. Donc, c'est important que votre organisation développe son expertise en matière de gestion des risques. Votre organisme a même sa mission, a ses propres mécanismes de prévention de première ligne. Plus on est vigilant à l'apparition des facteurs de risque, plus on est en mesure d'intervenir rapidement. Rabasca doit être un réflexe de deuxième ligne. Donc, si on est face à un risque immédiat, si Rabasca n'aura pas le temps d'analyser objectivement une situation, de réunir les partenaires, si l'homicide est sur le point de se réaliser, donc c'est le 911 qu'on doit contacter. Donc, Rabasca souhaite cadrer le mieux possible ses interventions afin que chaque partenaire sache ce qu'on attend de lui et vice-versa. Donc, de façon générale, s'il s'agit d'une situation à risque sérieux ou imminent, les partenaires pertinents à la situation vont se réunir dans les 24 à 48 heures, suivant la demande de soutien. Donc, la rencontre va se tenir en visioconférence. Aujourd'hui, les partenaires qui sont présents, il y a le CAVAC, le DPCP, la Maison d'hébergement, la protection de la jeunesse et la Sûreté du Québec. Dans un instant, là, je vais donner la parole. À la suite de la rencontre, je vais produire un résumé qui va débuter une chaîne de courriel entre les partenaires. Ce résumé va présenter les filets de sécurité à mettre en place et puis va préciser les responsabilités de chaque partenaire. On pourra ensuite me faire les suivis via cette chaîne de courriel. Tout dépendant de la situation, il est possible qu'il y ait des rencontres de suivi.
Rabaska a l'habitude d'assurer les suivis dans les premiers jours, premières semaines, dépendant de la gravité de la situation. Donc, lorsqu'on observe que les personnes impliquées, donc on parle des auteurs de la violence, les personnes victimes ou leurs proches, sont bien réseautées, reçoivent des services, que les niveaux de risque diminuent, que la situation se stabilise, que les éléments de protection se sont ajoutés, Rabaska va se retirer et désactiver la cellule en informant clairement les partenaires. Donc, 1 ou 2 personnes auront été désignées pour assurer une vigie. Le plus souvent, il s'agira de partenaires qui vont déjà offrir des services à l'une des personnes impliquées, puis qui va être en mesure de lever le drapeau rouge advenant une nouvelle aggravation de la situation. Donc, à ce moment, Rabaska sera sollicité à nouveau, procédera à une nouvelle appréciation de la situation en fonction des nouveaux éléments de risque et puis pourra réactiver la cellule si besoin. À ce moment-là, quand la directrice du Rabaska organise une cellule de crise, c'est le rôle du coordonnateur de coordonner cette cellule-là. Donc, c'est sûr que la première étape, on a discuté peut-être avec un répondant, on a pris une décision à savoir si on tenait une cellule ou pas. Là, si on tient la cellule, bien là, on a rajouté des gens autour de la table. Fait que le coordonnateur va aller chercher de l'information auprès des différents partenaires qui se retrouvent autour de la table pour venir infirmer ou confirmer certaines informations qu'on retrouvait au niveau de la grille. Mais c'est pas juste la grille non plus, c'est aussi toutes les informations, la chronologie des événements pour nous permettre aussi d'avoir un portrait très, très précis de la situation. Je pose des questions aux partenaires, puis je suis en train de, à la fois, apprécier le risque, mais aussi, je suis en train de me projeter dans, OK, ça va être quoi les événements précipitants? Ça va être quoi les facteurs de risque qui s'en viennent? Est-ce qu'on a des pistes, des stratégies d'intervention qu'on pourrait utiliser? Je pose des questions sur l'emploi, je pose des questions sur est-ce que lui ou elle est réseauté avec des ressources d'aide, mais c'est dans l'éventualité où je sais que la cellule ou le PIC, à la fin, on va faire un plan d'action. Fait qu'il va falloir qu'on soit capable de se projeter puis d'avoir répondu à certaines questions pendant la cellule de crise, puis déjà être en train de mettre des actions en branle, là. Effectivement, si on tient une cellule de crise, là, je vais avoir une ressource pour femmes là, dans la cellule de crise pour s'assurer là, que madame puisse recevoir des services si elle a été contactée par... On vérifie la présence d'armes à feu, on vérifie est-ce que madame est dans des services d'aide, est-ce que monsieur reçoit de l'aide, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a des emprises, à quelle place on a des prises sur la situation. Fait que la cellule, c'est oui, on reprend la grille, oui, on apprécie le risque, mais c'est aussi toute la chronologie des événements, puis tout ce qui pourrait venir avoir un impact sur le risque, mais aussi qu'il soit positif ou négatif, dans le sens que l'impact sur le risque, qu'il augmente le risque ou des choses qu'on pourrait faire qui pourraient avoir un impact sur le risque, donc faire diminuer le risque, parce que c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, bonjour à tous. On se rencontre aujourd'hui pour discuter de la situation là, des personnes que je vous ai déjà nommées. La maison d'hébergement nous a interpellés lundi. Donc, étant donné que les éléments de risque sérieux qui ont été appréciés par la coordonnatrice Stéphanie, donc le justifié, on va être en levée de la confidentialité. Avant d'interpeller le Rabaska, les partenaires devraient avoir complété une grille. Les partenaires devraient laisser traîner leur grille. Les partenaires devraient avoir leur grille pas trop loin, l'avoir en mémoire. Il faut développer des réflexes. Il faut savoir à peu près sur le bout de nos doigts les 5-10 facteurs de risque les plus fréquents pour que quand on fait des entrevues, quand on a des rencontres avec la clientèle, il y a des choses qui popent dans le discours de la victime ou de l'agresseur ou des personnes qui sont dans nos bureaux, d'avoir ces réflexes-là, puis là, de dire, OK, là, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, là, OK, là, je vais davantage me pencher sur ma grille, d'avoir le réflexe de poser des questions en fonction des facteurs de risque, parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation de crise. C'est ça qu'on veut pas. Fait que si on connaît nos facteurs de risque, on va être capable d'agir bien plus rapidement dans la situation. Tout de suite commencer à déconstruire les facteurs de risque, mais pour ça, il faut que les partenaires développent le réflexe de poser des questions par rapport aux facteurs de risque, mais pour ça, il faut qu'ils les connaissent, leurs facteurs de risque. Fait qu'avant d'interpeller le Rabaska, ben c'est ça, avoir complété sa grille, avoir parlé peut-être aux partenaires, justement, qui sont impliqués dans la situation, savoir, ben moi, je commence à être préoccupée par cette situation-là. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des informations qui viennent confirmer ou infirmer tout ça? Fait que vous avez l'opportunité, entre partenaires, de déjà développer ou en tout cas maintenir vos canaux de communication pour venir bonifier les informations. Puis c'est là que ça devient intéressant. Vous avez vraiment beaucoup de travail que vous êtes capable de faire en amont avant de communiquer avec Rabaska.
Le Rabasca, c'est vraiment une cellule de crise, un appareil pour gérer des crises. Et une fois que la crise est gérée, c'est sûr que le Rabasca va faire un certain suivi pour justement s'assurer que la crise diminue. Mais une fois que la crise va avoir diminué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque. Ça ne veut plus dire que la situation est complètement gérée puis que là, tout le monde est heureux. Mais ça veut dire que le niveau de risque est à un niveau qui est acceptable puis que là, les organisations sont capables de faire leur travail puis d'appliquer le plan d'action qui a été établi dans le Rabasca.